J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, je suis ravi d'être présent parmi vous. Alors c'est vrai qu'au quotidien, on vend de la visio. C'est quand même sympa de se retrouver physiquement. Je vous propose, donc en un quart d'heure, je vais essayer de tenir le timing, de vous partager ce retour d'expérience qu'on a chez Linkivet depuis qu'on a commencé cette aventure de télémédecine. Faire un point pour celles et ceux qui ne connaissent pas Linkivet, de vous dire qui on est et où nous en sommes aujourd'hui, de vous partager notre constat sur ces derniers mois que l'on a vécu et qui forcément ont eu un impact sur le développement de la télémédecine, de vous partager quelques statistiques d'usage. Alors je ne pourrais pas tout vous dire, parce qu'il y a des choses qui restent confidentielles, mais vous aurez quelques informations sur ce qu'on a, nous, comme données. Et puis enfin, vous partager notre vision de l'évolution de la télémédecine dans les mois et années qui viennent. Rapidement pour Linkivet, donc c'est une solution sur laquelle on travaille depuis 2018. Il y a eu une année de développement. On a commencé à commercialiser début 2019. Une solution full web côté clinique, donc c'est très simple, il suffit de se connecter à Internet et on a accès à l'interface dédiée. Et puis côté propriétaire, nous sommes sur des applications natives parce que l'on fait appel en fait à des ressources du smartphone, donc on ne peut pas se satisfaire d'une simple web app, tout simplement. Aujourd'hui dans l'équipe, on a 5 personnes qui travaillent à la technique et 5 personnes qui s'occupent plutôt de la partie accompagnement des propriétaires, puisque je vais y venir. Ça nécessite d'intégrer la télémédecine dans des process et donc ça nécessite du monde. Donc progressivement, on a étoffé l'équipe avec la chance d'avoir recruté un vétérinaire qui maintenant travaille sur la technique et puis une ancienne assistante vétérinaire aussi qui a pratiqué pendant 14 ans, donc qui connaît bien les problématiques des structures. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 utilisateurs qui utilisent la solution. Globalement, on a plus de 10 500 chats qui ont été ouverts et plus de 6 000 visios réalisés. Et on est présent principalement en France, mais on commence aussi à avoir d'autres pays, le Québec depuis le début quasiment, et puis d'autres pays d'Europe avec lesquels on commence à travailler. Et on a travaillé avec les logiciels, ça n'a pas été une mince affaire, mais on arrive au terme. On est connecté maintenant avec les principaux logiciels métiers. Le dernier que j'ai mis un peu en transparence, Dr Veto, c'est en cours de leur côté, donc on espère parvenir à une connexion d'ici la fin de l'année idéalement. Ça c'est pour Linkivet. Notre constat, simplement, sur les mois que l'on a vécu de télémédecine, c'est que forcément, comme en médecine humaine, la Covid a eu un impact sur l'intérêt porté à la télémédecine en médecine vétérinaire. Ça a suscité beaucoup de débats, passionnés souvent. Ça a fait évoluer la législation, donc ça a levé quelques freins, notamment au déploiement de la téléconsultation dans des cliniques. Mais en revanche, le pendant de cette Covid, c'est que les cliniques se sont très vite retrouvées en sous-effectif au moment du confinement, dans des conditions en tout cas difficiles pour mettre en place de nouveaux process. Post-confinement, elles ont rattrapé le temps perdu et finalement, depuis le post-confinement, vous savez sans doute, mais l'activité des cliniques est assez forte et donc c'est pas toujours simple d'intégrer de nouveaux modes de fonctionnement dans des quotidiens qui sont déjà très, très chargés. Donc à la fois, ça a bénéficié au développement de la télémédecine, mais en contrepartie, finalement, ça n'a pas toujours été le meilleur moment parce que finalement, ce n'est pas forcément en période de crise qu'on va tester de nouvelles solutions. Les enjeux, de notre point de vue en tout cas, c'est que les propriétaires d'animaux sont prêts. Pour faire le parallèle avec la médecine humaine, Doctolib en 2020 il y a quasiment 20 millions de téléconsultations réalisées. Et encore 2 millions au mois de décembre, donc c'est une tendance qui perdure quand même. Pour vous donner un chiffre, il y a 42 millions de patients qui ont téléchargé l'application Doctolib. Alors pas forcément que pour la téléconsultation, aussi pour la prise de rendez-vous, mais c'est vous dire l'intérêt en fait des propriétaires pour avoir ce type de service à disposition. Donc on sait que les propriétaires d'animaux sont prêts. Le marché évolue, vous le savez tous aujourd'hui, qu'il y a une concentration qui est forte, des acteurs du marché qui s'intéressent au digital, des acquisitions qui sont en cours, ça bouge beaucoup. Des réseaux qui se développent également et qui placent le propriétaire finalement au cœur de cette relation et le digital au cœur de cette relation avec le propriétaire. Donc on pense que le marché, dans la manière dont il évolue actuellement, fera évoluer de toute façon la profession vers une adoption en fait, de ces outils actuels. Une concurrence des plateformes. Alors aujourd'hui, vous avez des plateformes de conseil en ligne, au téléphone, téléconsultation. Je peux vous en citer quelques-uns, mais presque pas chaque semaine, mais presque tous les mois, il y a une nouvelle plateforme qui arrive. Mais vous avez Dr Milou, Call My Vet, Illico Veto, VetApp, vous avez Dr Bascourt pour la volaille, vous avez First Vet qui vient de Suède et qui a levé quasiment 20 millions d'euros fin 2019 pour se déployer en Europe. Donc on est convaincu que le risque quand même dans la profession, c'est que sur de la bobologie, la relation entre le propriétaire et le vétérinaire soit parasitée par ces conseils en ligne qui ont des moyens plus ou moins importants pour communiquer sur Facebook, sur Google, etc.
Et on est convaincu également, comme je le disais précédemment, que ces solutions digitales, petit à petit, vont vraiment intégrer le cœur de la relation avec le propriétaire. Et donc, c'est le moment pour la profession de s'y mettre et de proposer ces solutions-là à ses propriétaires. Quelques statistiques que je peux vous partager sur la visioconsultation. Donc, c'est sur un échantillon de 1000 visioconsultations, notamment sur les tarifs. Alors, vous le voyez, vous avez à l'écran, je ne vais pas le répéter, mais vous avez donc en moyenne une visioconsultation dure moins de 15 minutes. Et elle est facturée en moyenne 65 € avec des différences bien évidemment entre la médecine générale et puis les spécialistes. Ce qui est surtout intéressant, c'est la position des praticiens qui, avant la Covid, pensaient toujours vendre une téléconsultation à 50-70% du prix d'une visite physique. Et finalement, après la Covid, ont commencé à proposer des téléconsultations au même prix qu'une consultation physique. Ce qui finalement est parfaitement normal. En médecine humaine, c'est exactement le même tarif. Donc il n'y a pas de raison parce qu'on soit dans le monde vétérinaire qu'il faille brader ce temps passé. Ça fait appel aux mêmes compétences, à la même expérience, aux mêmes connaissances que celles que l'on a quand on est là physiquement. Et la valeur de praticité pour le propriétaire, souvent est oubliée en clinique, mais elle est très importante. Un propriétaire qui n'a pas besoin de se déplacer, lui-même fait une économie financière et de temps considérable. Rapidement, pour vous donner les chiffres également sur l'usage de Linkivet, la téléconsultation est surtout utilisée plutôt pour les... pas surtout, mais il y a à peu près 5% d'écart entre les chiens et les chats. Alors c'est logique que ce soit plutôt sur les chats, puisque ce sont des animaux qui sont plus difficiles à déplacer. Le reste est assez anecdotique, parce que notamment on s'est aussi concentré, nous, sur l'activité canine essentiellement. Dans Linkivet, on a aussi... alors je vais vous montrer, pardon, sur les usages, autant pour moi, je vais un peu vite. Donc les usages des visioconsultations, on a le conseil qui est ressorti, et qui ressort aujourd'hui quand même comme un des principaux usages. On a des cliniques qui ont remplacé des appels téléphoniques par tout simplement des visios. Et comme la valeur perçue d'une visio est beaucoup plus importante qu'un simple appel téléphonique, elles réussissent à valoriser, à vendre en fait ce temps passé, qui est le même en fait souvent qu'un appel téléphonique, mais qu'elles peuvent valoriser beaucoup plus facilement. Les urgences également, donc pour qualifier le degré d'une urgence, on utilise davantage la téléconsultation, bien évidemment. Le comportement, forcément d'observer l'animal dans son environnement, ça a un intérêt certain. Le suivi de soins et le suivi de traitement. Donc on est plus là sur des visites vraiment qui accompagnent un suivi de chirurgie par exemple, ou d'un traitement mis en place. Tout ce qui va être lié à la nutrition aussi, là aussi, de coacher un propriétaire à distance quand on a réussi à le convaincre de changer d'alimentation, il y a un vrai intérêt. La dermato, alors soyez pas surpris, vous avez 2 suivis dermato, c'est que entre différents pays, les choix de la raison étaient un peu différents. Donc on voit que globalement, vous avez 10% des cas qui sont utilisés pour la dermato, pour un suivi, et pour un examen de première intention, 5% d'entre eux. Et autres, alors là, je suis désolé, je n'ai pas plus de précision à vous donner, c'est simplement que certains vétérinaires, pour gagner du temps, avaient choisi autre plutôt que de choisir une des raisons pour lesquelles ils proposaient une téléconsultation. Dans Linkivet, on a aussi un outil de chat que l'on propose depuis le départ. Et donc, je vous ai proposé aussi, je vous ai indiqué quelques stats. Donc, le chat est beaucoup plus utilisé pour le suivi chirurgical. Donc, vraiment s'assurer que l'animal va bien une fois qu'il est à son domicile avec le propriétaire. Tout ce qui va être suivi de traitement, notamment également pour faciliter cet échange avec le propriétaire en amont ou en aval d'une visite. Tout ce qui va être lié aux hospitalisations, où là on gagne du temps effectivement pour donner des nouvelles à un animal qui est hospitalisé par rapport à un appel téléphonique, donc soit des hospitalisations ambulatoires ou des hospitalisations plus longues. Tout ce qui va être suivi bucco-dentaire, hygiène et soins, comportement, on l'évoquait aussi tout à l'heure avec la visio, autre pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, et les suivis de soins aussi. Donc l'idée c'est vraiment en amont et en aval, comme je l'évoquais précédemment, de pouvoir garder le contact avec le propriétaire beaucoup plus facilement et de faciliter, voire automatiser ces suivis, simplement. Alors les bénéfices, on a mené une enquête auprès d'une centaine de nos clients fin d'année dernière, et je vous ai listé les principaux bénéfices qui ressortent des usages de la visioconsultation. Un des premiers bénéfices qui est mis en avant, c'est le fait d'éviter des déplacements inutiles. Alors vous allez me dire, l'année dernière, c'était particulier effectivement dans le contexte que l'on connaît, mais globalement quand même, les cliniques nous disent que pour certains propriétaires qui habitent loin, qui ont des difficultés à se déplacer, des animaux qui sont très stressés, parfois c'est vraiment intéressant de leur proposer de réaliser un suivi à distance. Le fait de gagner du temps, sur des visites de suivi notamment, les cliniques nous disent d'aller plus vite lorsque c'est en visio plutôt que quand le propriétaire est là physiquement.
Observer l'animal in situ, donc je parlais du comportement, c'est évident, mais on peut aussi imaginer un chat qui est très stressé, prostré sur une table de consultation. Ça va être plus facile de l'observer marcher, courir quand il est dans son environnement que quand il est à la clinique. Je pense à des nacs notamment, où parfois transporter un reptile en plein hiver, c'est pas toujours l'idéal, et ça peut être intéressant de l'observer dans son environnement. Donc il y a des cas comme ça où voir l'environnement apporte beaucoup d'informations et permet même parfois d'avoir une évaluation presque plus pertinente que quand l'animal est physiquement présent. Facturer le temps de conseil et de suivi, c'est aussi, d'ailleurs, il y avait une étude qui avait été menée par l'AVAC, je crois, l'année dernière, en pleine période de Covid, où parmi les principales raisons qui motiveraient des praticiens à se mettre à la télémédecine, c'était de pouvoir valoriser et monétiser ce temps de conseil et de suivi. Donc les cliniques le font, pas toutes, il faut changer ses habitudes, c'est pas simple, mais elles commencent, comme je l'évoquais tout à l'heure, parfois à remplacer des simples appels téléphoniques par des visios. Et puis le télétravail, alors c'est pas la majorité, bien évidemment, mais on a des cliniques qui ont commencé à proposer à certains membres de l'équipe de bloquer des créneaux en fait, dans la semaine où ils peuvent rester chez eux et assurer certains suivis, c'est pour des suivis essentiellement, à distance sans avoir forcément à se déplacer. Je pense notamment à une praticienne qui avait la chance d'être en congé maternité et qui avait quand même pu assurer des suivis comme ça à distance sans avoir à se déplacer à la clinique, compte tenu en plus des restrictions sanitaires qu'il y avait à l'époque. Les bénéfices du chat, ce qui ressort souvent, et presque tout le temps en fait, c'est le fait de centraliser sur un seul canal les échanges à distance. Aujourd'hui, toutes les cliniques reçoivent des appels téléphoniques, des mails, du WhatsApp, du Messenger, TikTok bientôt, enfin tous les réseaux sociaux qui ne cessent de se développer. Et l'idée de centraliser sur un seul canal tous ces échanges à distance, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Je vous assure que c'est vrai, c'est pas un discours commercial. On a des cliniques aujourd'hui qui ont réussi à ne plus avoir de mail, plus de WhatsApp, plus de Messenger, et d'avoir un seul canal de communication avec les propriétaires. Le côté asynchrone, c'est intéressant aussi, puisqu'on connaît tous le quotidien des cliniques, elles sont dérangées en permanence au téléphone, et donc là, le fait de pouvoir répondre à un propriétaire qui a posé une question quand la clinique a le temps de répondre, c'est important. Elle reprend la main en fait sur ce temps alloué à cet échange avec le propriétaire. Et puis le fait que le chat soit complémentaire à la visio en amont comme en aval, où on va pouvoir recueillir des informations, transmettre des informations avant une consultation ou une téléconsultation, et de la même manière continuer et assurer cette continuité des soins via le chat, tout simplement. Les freins, parce qu'il y en a quand même, sinon on aurait toutes les cliniques qui auraient souscrit, que ce soit nous ou nos concurrents, c'est le manque de temps, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça s'intègre dans des process, et quand on court toute la journée, qu'on ne prend pas le temps de se poser, on a du mal à l'intégrer dans les process. Donc c'est pour ça que ça nécessite un accompagnement. C'est pour ça aussi que concernant Linkivet, on a étoffé l'équipe pour mieux accompagner les cliniques, pour les aider à le mettre en place dans les structures. La difficulté à facturer le temps de conseil qui avant était gratuit. C'est aussi quelque chose qui ressort quand des cliniques ont du mal à se lancer. C'est l'appréhension qu'elles ont de l'image qu'elles vont donner aux propriétaires, puisque jusqu'à présent, elles donnaient ces conseils et ce suivi gratuitement. Alors après, c'est la politique de chaque structure, mais c'est surtout les vétérinaires et les équipes qui se posent beaucoup de questions. Les propriétaires s'en posent moins. On a beaucoup de cas où, comme je l'évoquais tout à l'heure, certains appels téléphoniques ont été remplacés par des visios payantes. Ça n'a jamais posé de problème aux propriétaires. C'est toujours une question de valeur perçue, en fait, tout simplement. La difficulté à aborder le sujet avec la clientèle, comme ce qui est nouveau, il faut avoir la bonne phrase, la bonne façon d'aborder le sujet avec son client. Et puis, le temps nécessaire, même si ça ne prend pas des jours de réflexion, mais quelques heures quand même, pour se poser, réfléchir à pour quels actes on va utiliser la téléconsultation, par exemple, combien on va la valoriser, combien de temps elle va durer, pour faire quoi, etc. Donc c'est finalement le principal frein aujourd'hui à la mise en place de la télémédecine dans des cliniques, c'est le temps de leur côté. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, l'année dernière, la Covid a permis de faire un zoom sur la télémédecine, mais le temps finalement nécessaire pour s'y mettre a contraint finalement les cliniques à revoir un peu l'adoption de ces nouveaux usages. Donc notre vision, pour conclure sur ces évolutions, c'est qu'on a affaire à un nouveau marché, donc on est quand même sur quelque chose d'assez naissant, nouveau, qui vient plus tardivement que la médecine humaine. En médecine humaine, ça s'est vraiment développé. En médecine vétérinaire, ça prend encore du temps. Mais il y a une vraie pertinence de l'outil. Et tous les retours que l'on a montrent que finalement, la télémédecine s'inscrit vraiment dans le quotidien de la clinique, à tous les moments de la journée, que ça répond aux enjeux actuels, aux demandes des propriétaires. Oksana en parlait tout à l'heure. Vous avez vraiment une clientèle qui est habituée
en médecine humaine notamment, à accéder à son praticien facilement. Elle aura du mal à comprendre demain pourquoi avec son vétérinaire c'est si compliqué. Et puis, en termes de positionnement, de notre point de vue en tout cas, la télémédecine ne peut pas être considérée comme un outil juste one-shot qu'on va utiliser une fois par mois, parce qu'on n'a pas le choix. Ça doit vraiment s'inscrire dans le parcours de soins du propriétaire. Voilà, merci à vous, et je veux juste conclure par une petite phrase que j'ai trouvée sur Internet, que je trouvais sympa. C'est Nicole Notta, pour celles et ceux qui se souviennent, qui était secrétaire de la CFDT, qui disait que Gutenberg n'a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer l'imprimerie. C'est l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui chez Liquivet. Merci Olivier. Merci à tous.